RCF. Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans une période d'infopidémie et le traitement du coronavirus ou Covid-19 en est la preuve. Et d'ailleurs, la preuve en est, je vous en parle aujourd'hui. Que faut-il en penser ? Eh bien, comme dans toutes les crises, trop d'infos tue l'info, trop de commentaires tue le commentaire, laissant place à la peur, au populisme et au complotisme. Je me permets donc ma synthèse de cet événement à moi. Un virus se propage, il semble très contagieux puisqu'une personne contaminée peut en contaminer 3 autres contre une pour la grippe traditionnelle. Contagieux, certes, mais ne provoquant globalement, à l'heure où je vous parle, que très peu de décès, puisqu'on parle de 2,3 à 3%. Mais la donnée qu'il faut entendre, c'est la notion d'épidémie et non pas de maladie, car si elle se propage à l'ensemble de notre territoire, 2,3%, ça ferait entre 1 million et 1,5 million de morts. Ce qui m'invite à vous dire, respectez les consignes de sécurité et d'hygiène. Et si un match de foot, une messe, un salon d'affaires n'a pas lieu, ce n'est pas très grave si l'objectif est la santé publique. Mais au-delà de cette épidémie, ça nous rappelle une chose essentielle, cette chose qui est notre rapport à la mondialisation et à notre dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Car qui produit les masques ? La Chine. Qui est le plus gros producteur de médicaments ? La Chine. Qui construit le petit matériel médical ? La Chine. Et je passe bien évidemment sur les composants électroniques nécessaires à la maintenance industrielle. Alors il est bien évident qu'il ne faut pas se réjouir d'une épidémie et des morts qu'elle va engendrer, mais si elle peut nous faire nous poser la bonne question sur cette impérieuse nécessité pour la France de se réindustrialiser, de protéger ses savoir-faire et d'innover, alors nous aurons peut-être gagné et nous entrerons dans un vrai nouveau monde. Et je dois vous dire que je suis fier chaque semaine de pouvoir vous présenter celles et ceux qui font bouger les choses, qui tentent à leur mesure de faire du Made in France avec ce double désir de faire de la France un territoire d'excellence et de changer les choses pour rendre notre monde un peu plus soutenable. Le Covid-19 est-il le début d'une prise de conscience ? Est-il une chance ? Je l'espère. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RCF ou en podcast pour un écho des solutions qui cette semaine sera consacré à la douce question de comment entreprises et associations s'enrichissent l'une et l'autre, ce qu'elles s'apportent l'une à l'autre et dans quel cadre légal tout cela peut-il exister avec nos 3 invités qui sont autour de cette table. Sylvain Raymond, directeur général de Pro Bono Lab, Valérie Daher, directrice de la fondation Break Poverty et José Sabas, salarié du groupe ADP et qui témoignera de son action de mécénat de compétences ou de parrain d'une association. Bonjour à tous les 3, merci beaucoup d'être avec nous. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'un produit Made in France, un produit qui rebondit, vous en saurez un peu plus à la fin de l'émission, sans oublier bien évidemment nos experts, Maxime Dupont et Flavie Depré. Quant à notre invitée l'écho, elle est déjà là, en plateau, nous allons pas la faire patienter beaucoup plus longtemps, il s'agit de Sophie Souris, vice-présidente des EDC. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, vous avez chroniqué, Sophie Souris, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez chroniqué le monde de l'entreprise sur RCF pendant quelques années, je crois, avant de laisser votre place à d'autres. Et vous êtes aujourd'hui vice-présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes aussi dirigeante d'entreprise, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une donnée essentielle. Et avec vous, comme on va tous les membres. Voilà. EDC, ouais. Et aujourd'hui, on va parler avec vous du monde de l'entreprise, de son évolution, de la place que les dirigeants chrétiens tiennent dans cet écosystème entrepreneurial. Et puis surtout, et c'est aussi la raison de votre présence ici, des assises qui se tiendront à Montpellier, si Covid le veut bien, les 20, 21 et 22 mars prochains. Depuis quelque temps, Sophie Souris, le monde de l'entreprise est traversé par de nombreuses réformes. Alors il y a la loi Pacte, bien évidemment, des réformes qui sont non dites, mais bien évidemment la sortie par le pape François de Laudato Si impacte aussi chez les dirigeants chrétiens cette question de la transformation de l'entreprise sous son angle le plus large. En tant que dirigeante, quel regard vous avez sur ces transformations qui touchent le monde de l'entreprise aujourd'hui ? Je crois que c'est indéniable. On est dans des transformations importantes, structurelles, on va dire, aussi bien technologiques, mais aussi comportementales, mais aussi du monde de l'environnement, bien évidemment. Et Laudato Si touche les entrepreneurs, en tout cas chrétiens que nous sommes particulièrement. C'est la raison justement de nos assises sur le thème entreprenons pour la maison commune. Mais c'est pas nouveau. J'allais dire, c'est l'essence même des EDC, puisqu'en fait, les EDC ont été créés au début du siècle. C'est déjà une vieille dame en 1926. Et la raison, c'était effectivement une prise de conscience
sur justement ce qui avait pu se passer avec l'industrialisation au 19e siècle et se dire que finalement, au niveau social, il y avait des questions qui se posaient et une prise de conscience sur la responsabilité même des entrepreneurs. On va revenir après sur la pertinence de ces transformations pour les EDC, mais vous, en tant que dirigeante d'entreprise, comment ça a impacté votre manière de diriger? Comment ça a impacté votre manière de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous évoluez? Toutes ces réformes. Oui. Les réformes nous incitent à aller un cran plus loin. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une poudre magique, j'allais dire, et puis c'est pas non plus un changement de comportement providentiel. En fait, il s'agit d'une réflexion sur le long terme. Donc, la question, c'est de se dire comment est-ce que moi j'aborde toutes ces questions-là en discernant quelles sont les décisions à prendre au quotidien. Parce qu'en fait, c'est le rôle du dirigeant, c'est de prendre des décisions. Donc finalement, la question, c'est par exemple la question de la fragilité ou la question du regard. Tout simplement, quel regard je porte sur mes collaborateurs. C'est sûr qu'on n'a pas attendu ces réformes pour se poser cette question-là. Ceci dit, ces questions et la loi Pacte en particulier permettent d'afficher clairement les choses et puis d'aller un cran plus loin. Alors justement, je vais faire une distinction entre les chrétiens dirigeants et les dirigeants chrétiens. Je vais faire cette distinction parce que très dernièrement, dans une table ronde à laquelle vous participiez d'ailleurs, un des intervenants m'avait dit en préparant cette table ronde que ça avait été difficile pour lui de venir à cette table ronde qui se situait au Bernardin parce qu'il avait peur que ce choix impacte trop ce qu'il était dans son entreprise et de manière négative. C'est-à-dire que on se pose cette question à un moment donné de savoir si on va participer à telle ou telle manifestation, public ou non. Et aujourd'hui, cette question est-ce que la loi Pacte, est-ce que cette manière d'inscrire une raison d'être, ça va permettre à ces chrétiens dirigeants, et pas ces dirigeants chrétiens, ces chrétiens dirigeants, de pouvoir peut-être assumer un peu plus ce qu'est leur cœur même, leur âme, qu'ils ont du mal à affirmer autrement? Oui, vous avez raison. Je crois qu'il y a un alignement des planètes. Je crois que ce que aujourd'hui les chrétiens peuvent dire, en tout cas de leurs recherches, de leurs travaux, c'est plus facile à entendre que ça ne l'était il y a ne serait-ce que 10 ans. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une recherche, il y a une quête de sens qui est complètement alignée par rapport à ce que nous faisons aux EDC. Donc, je crois que c'est le moment ou jamais où, au contraire, nous pouvons être un point d'appui peut-être pour certains. Et je pense un lieu où les uns et les autres peuvent venir travailler et réfléchir ensemble sur ce que sont leurs fondamentaux en fait pour une cohérence de vie. Alors, je vais vous demander une question de chiffre. Peut-être vous l'avez pas. Est-ce que vous avez ressenti que depuis, on va dire 2-3 ans, le recrutement aux EDC est plus facile, plus jeune, parce que justement, il y a cet alignement de planètes entre le sens et les valeurs, et que finalement, c'est peut-être plus facile de s'engager dans un mouvement comme les EDC aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Oui, c'est indéniable. On a une énorme croissance, puisqu'en fait, on a eu plus de 50% de membres entre 2012 et aujourd'hui, donc on est à 3200 membres. Je crois que par rapport à des mouvements chrétiens, c'est assez exceptionnel, donc on a des demandes quotidiennes, effectivement, sur ces questions-là, et je pense que c'est pas que c'est plus facile de recruter, c'est simplement qu'il y a une telle recherche de sens qu'au contraire, je pense qu'on peut être plutôt un lieu où venir trouver des réponses. Alors justement, dans 3 semaines, comme je disais, si Covid le veut bien, vous serez à Montpellier pour vos assises. Vous avez choisi comme thème « Habitons la maison commune ». Qu'est-ce qui est prédestiné à ce choix ? Clairement, Laudate aussi. Clairement, de s'appuyer sur... alors, il est vrai que nous travaillons, vous savez, c'est comme je disais, c'est pas une poudre magique de se transformer. Au contraire, on n'a pas une méthode. La méthode, comment avoir un leadership parfait en 5 leçons, bien au contraire. En fait, c'est un chemin assez long. L'idée très basique est de se transformer soi-même. Donc, commençons par nous transformer soi-même, et c'est-à-dire être à l'écoute, savoir s'émerveiller, regarder la fragilité, regarder comment approcher son collaborateur et l'intégrer dans le projet global de l'entreprise. Donc toutes ces questions-là, en fait, nous ont traversé. Elles concernent aussi bien le développement durable, c'est vrai, mais pas uniquement. Toutes les questions d'écologie intégrale, comme dit le pape. Et c'est ce mot intégral qui nous a intéressés. Puisqu'en fait, la cohérence, c'est vraiment le cœur de notre mission. Donc, entreprenons pour la maison commune, ça s'est imposé. Donc un programme très très riche, de belles têtes d'affiche. On dit souvent que dans des assises ou dans
les congrès, il faut avoir quelques têtes d'affiche, Oui. mais là on a l'impression qu'il n'y a que des têtes d'affiche. Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, prix Nobel de l'économie, mais qui aurait pu être prix Nobel de la paix. Frédéric Bedos, bien connu de nos auditeurs, mais aussi le couple Le Marchand, fondateur de la Fondation et de Maison du Monde et de la Fondation qui va avec, et des ateliers. C'est la première fois en fait que les entrepreneurs régions-chrétiens vont travailler sous forme d'ateliers pour essayer justement de rentrer dans le concret des choses et pas être uniquement dans simplement l'échange d'idées, la réflexion intellectuelle. Non, ça existe dans toutes les assises, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement le format. D'abord, il y aura une journée entière consacrée à ces ateliers, avec des intervenants dans chaque atelier de très haut niveau. Et puis, l'idée, c'est de travailler sur des questions et d'échanger sur un grand temps avec les intervenants. Donc, c'est-à-dire de co-construire, là encore, pas simplement entendre effectivement une bonne parole, ce qui, malgré tout, reste toujours très ressourçant pour les chefs d'entreprise, mais aussi contribuer et finalement accéder à une intelligence collective. L'idée, c'est qu'à la fin de ces assises, ils puissent repartir chez eux avec des bonnes idées, des bonnes pratiques à mettre en place. Oui, bien sûr. Ça, c'est le principe, vous savez, de nous réunissons une fois par mois, en présence d'un conseiller spirituel, une fois par mois pour réfléchir ensemble et travailler à la manière dont on peut s'entraider et surtout avoir une relecture de ces actes. Qu'est-ce qui va se passer alors au CSIS, vous l'avez dit, quel est l'objectif pour les 2 prochaines années? Ça fait 2 ans que Philippe Royer a pris la présidence des EDC. Il y avait des objectifs. Est-ce qu'ils sont remplis? Et surtout, vers où vous allez pour les prochaines années? Ouais. Donc rapidement, sur ces 2 années, ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est une ouverture. Quand j'entends ouverture, c'est d'adresser effectivement notre message à l'ensemble des dirigeants et des personnes en responsabilité. Donc là, nous avons organisé notamment les rencontres de l'économie du bien commun en lien avec le MEDEF, la CPME, la Fondation Entreprendre, c'est-à-dire un large panel d'entrepreneurs. À l'autre bout de la chaîne, j'allais dire, nous avons aussi eu un stand de congrès mission. Donc là, c'était plutôt pour nous ressourcer. Et puis, dans le développement aussi, nous avons insisté sur agir avec les EDC, c'est-à-dire un lien avec les associations, l'ensemble du monde associatif pour mieux insérer les personnes en fragilité. Super, merci beaucoup Sophie Souris. Bien évidemment, vous pouvez rester avec nous et participer à l'émission, à nos échanges dans le dossier, parce que je sais que ça impacte forcément. Il est temps de retrouver nos 2 experts. Ils nous attendent. On commence avec Maxime Dupont et on se retrouve tout de suite après pour ouvrir le dossier de cette semaine. Merci. L'écho des solutions, les experts. Qu'est-ce qui revient chaque semaine, qui ne fait que passer? Eh bien, c'est la chronique expert avec nos 2 experts, Maxime Dupont et Flavie Depré. Et oui, Flavie est encore au téléphone. Je pense que sa facture va exploser. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir, en tout cas, pour le moment, en studio, avant de retrouver Flavie, Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, votre chronique expert s'intéresse à un vrai sujet d'entreprise, c'est celui de LinkedIn que nous connaissons tous si nous sommes des vrais businessmen, non? Oui, absolument. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui du plus professionnel des réseaux sociaux, dont l'icône bleu ciel orne tous nos téléphones et que nous ne pouvons nous empêcher de consulter frénétiquement. LinkedIn, comment pourrions-nous vivre sans? Et ce réseau est à l'image de tous les réseaux sociaux un fabuleux résumé de qui nous sommes, et le prisme de l'entreprise rend cette succession de pensées, déclarations, sentiments, appels, publicités et offres d'emploi hallucinogènes. J'ai donc choisi de vous faire un petit best-of des posts qui ont retenu mon attention et je vous promets que rien n'est truqué. Bon, d'accord Maxime. Alors, on commence avec quoi? Avec des offres de job bien sûr qui présentent qui représentent qui représentent le marché de l'emploi sous la forme d'un concours de beauté où toutes les entreprises s'affichent sous leurs plus beaux atours, même quand il s'agit de jobs bien carabinés que je ne mentionnerai pas ici, mais qui n'ont absolument rien de glamour. Allez, si quand même, ce poste d'un patron se définissant lui-même comme overbooké et cherchant quelqu'un pour travailler à ses côtés sans se rendre compte qu'annoncer un rythme de travail et des horaires de forcené n'est sans doute pas la meilleure manière d'attirer des candidats. Ils n'ont pas tout compris sur la marque employeur. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec, et c'est vrai, un poste de l'assurance maladie. Mais oui, présentant un exercice permettant en 5 étapes de soulager ses lombaires en étirant l'arrière des jambes tout en respirant, puisqu'il est très important de respirer. Un exercice dont la simple lecture des instructions laisse pantois en s'imaginant en train, je cite, de se pencher vers l'avant à partir de la taille, en allongeant la colonne vertébrale et en gardant le dos très, très droit, le pied toujours flex et les hanches bien de face. Et puis dans la série Corps humain, je poursuis avec ce poste faisant l'éloge de la sieste, élevé par son auteur au rang de défi velléitaire contre un siècle d'injonctions managériales. Pas faux ça. Oui, qui pose un geste révolutionnaire d'une sieste au bureau d'une durée de 20 minutes. Oui, 20 minutes. Défi dont l'auteur précise tout de même en conclusion qu'il s'en est tenu à 19 minutes, comme si l'injonction managériale l'avait tout de même rattrapé. Et alors maintenant, on va partir en voyage. Oui, que de moments de grâce sur LinkedIn à la découverte des joies du monde corporate du monde entier, avec une mention spéciale pour ce poste reprenant un film tourné en Chine.
mettant en scène des managers n'ayant pas atteint leurs objectifs de vente et rampant devant leur direction en criant « Je n'ai pas le sens des responsabilités ». Quelle chronique familiale. Oui, vous le savez, ça ne vous a pas échappé, il y a beaucoup de managers qui parlent de leur famille sur LinkedIn. Ouais, c'est important. Hein. Oui, donc cette semaine, je voudrais citer cette vice-présidente qui parle de sa fille de 14 ans qui lui a dit qu'elle se sentait bien. Je pense que c'est une information essentielle. Je suis contente qu'elle nous l'ait partagée. Et puis un manager qui poste les photos du mariage d'un collègue auquel il a assisté tout en faisant l'éloge des cérémonies matrimoniales simples et à taille humaine. Ouais, il était invité, il était content, c'est pour ça. Et alors maintenant, après les chroniques familiales, on va parler de pages publicitaires. Oui, c'est une page publicitaire, un bottin publicitaire plutôt, puisque nous sommes assaillis de publicité. Alors, dans cette liste, j'ai relevé avec délectation beaucoup de nouveaux produits qui sont tous, mais alors tous, le résultat d'aventures collectives extraordinaires. De nombreux annonceurs plus connus pour leur créativité fiscale que leur sens du collectif, justement. Des voitures et des voitures. Ah oui, c'est le symbole. Hein. Ouais, symbole de pouvoir et de réussite qui a encore de beaux jours devant lui. Des maisons avec piscine. Oui. Et puis des accroches auxquelles il est impossible de résister. Mes deux préférés. Une entreprise sur deux a un ERP antérieur à 2010 et vous. Et puis, 73 des collaborateurs interrogés pensent que la réduction de l'encombrement de câbles améliore leur productivité. Et vous? Alors, il semble qu'il manque une catégorie essentielle dans ce best-of, Maxime. Oui, la grosse majorité des postes est en effet constituée d'exercices d'auto-promotion ou de personal branding très subtils, qui commencent par exemple, et je vous promets que je n'exagère pas, par « Je suis tellement humble et je me sens tellement reconnaissant envers tous ceux sans qui je ne serais pas en compétition pour ce prix du meilleur manager. » Ou alors « Merci à tous pour tous ces commentaires tellement valorisants qui ont accompagné l'annonce de ma nomination à tel poste. » Ou encore « Quand les lumières s'éteignent, je ne compte ni n'astique mes trophées, je réfléchis à de nouvelles solutions créatives. » Et enfin, un que j'ai vraiment beaucoup aimé, « J'en dis généralement le moins possible sur ma vie personnelle, mais comment résister à vous parler de cet article qui raconte toute ma vie personnelle ?» C'est ça, et parmi tous ces posts que vous lisez tous les jours, en est-il un, Maxime, qui a votre préférence? Alors c'est plutôt une question pour vous, je voudrais votre avis, Patrick. Vous le savez, comme tout réseau social, LinkedIn pousse via un algorithme les contenus qu'il juge les plus utiles pour nous. Et alors dans mon fil revient en boucle cet article. Vous n'êtes plus invité aux réunions importantes et on vous donne moins de travail. Faites attention, votre job est peut-être menacé. Est-ce que vous croyez que ça veut dire quelque chose pour moi? Eh bien écoutez Maxime, je ne vais pas me prononcer à la place de LinkedIn, mais je vous dis à bientôt. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On retrouve tout de suite Flavie Depré qui nous a rejoint par téléphone. Une petite virgule et c'est à vous Flavie. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Et on retrouve Flavie Depré au téléphone avec nous comme toutes les semaines depuis le début du mois. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, la semaine dernière, on parlait justement des entreprises sociales au travers du guide des bonnes pratiques à mettre en place publié par la Vise. Aujourd'hui, c'est une réflexion un petit peu plus globale qu'on a réfléchi, qu'on a commencé à aborder la semaine dernière. Vous avez lu un livre qui s'appelle Startup... Vous avez rencontré, Arthur De Greef qui a écrit un livre Startup Nation Overdose Bullshit. Et ça vous a profondément marqué parce que finalement, aujourd'hui, ce secteur... on se l'approprie un petit peu trop facilement et on n'arrive plus à déterminer le vrai du faux de quel entrepreneur, quelle entreprise est réellement sociale ou à impact. Hein. Oui, alors on a rencontré Arthur avec Hélène, qui est la rédactrice de Care News, et vraiment ce qui m'a marqué, d'ailleurs c'est un article qui a très bien tourné, c'est que voilà, il y a eu beaucoup de papiers sur l'ubérisation de la ruche qui dit oui, est-ce que c'est une entreprise sociale ou pas? Est-ce que toutes les plateformes en fait sont vouées à précariser leur partie prenante? Est-ce que dès qu'on touche un ordinateur, on fait de la tech for good? Est-ce que tech for good is the new black? Donc c'est vraiment des questions qui sont là parce que on est dans un secteur qui joue beaucoup de buzzwords et de mode, et que Arthur nous a beaucoup aidé à prendre du recul. En fait, ce qu'on lui a demandé, c'est est-ce que social tech for good, c'est aussi overdose bullshit que tech tout court. Et du coup, il a donné un certain nombre de warnings sur on peut pas faire de l'hypercroissance sans qu'il y ait derrière des conséquences. La tech for good, c'est pas une réalité homogène. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui aide à prendre de la hauteur. Et je vous conseille vivement de lire son intervention, l'échange qu'il a eu avec nous, parce que vraiment,
c'était passionnant. Alors justement, prendre cette hauteur, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que il faut avoir un regard un peu méfiant? C'est un peu, je le disais la semaine dernière, est-ce que c'est un peu comme le bio, tout est bio, tout est bio, tout est beau, tout est bio? Est-ce que c'est justement cet ouvrage, Startup Nation Overdose Bullshit, que justement il publie rue de l'Échiquier, et puis l'article qu'on peut aller lire sur Care News, permet justement aujourd'hui d'identifier les bons partenaires, les bonnes entreprises qui se disent faire de la tech for good ou de l'économie sociale et solidaire et qui en font vraiment? Non, moi je crois que de toute façon il y aura toujours des gens qui se détacheront dans le bien comme dans le mal et que rien n'est magique. En fait, si les solutions magiques existaient, je dis pas qu'on les aurait déjà trouvées, mais en fait il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes. La tech n'est pas magique, il y a pas de conséquences très positives sans derrière un pendant parfois négatif. Les questions financières sont quand même, le lobbying sont quand même encore extrêmement ouvertes. Moi, je crois que la leçon de cet article, c'est qu'en fait, il faut peut-être arrêter de se revendiquer de quelque chose. C'est-à-dire que moi, des entrepreneurs sociaux, j'en vois vraiment passer beaucoup. Et qui se passe de la tech for good ou pas, et c'est assez amusant de voir les gens qui se revendiquent et les gens qui se revendiquent de ne pas se revendiquer. Ou là, non, mais c'est aussi un parti pris de dire moi j'ai jamais voulu faire du truc, j'ai jamais voulu faire du good. En fait, moi je trouve qu'il faut faire les choses, les faire simplement, le dire quand on en est fier, mais pas forcément de manière ostentatoire. Et surtout, il faut réfléchir à ce qu'on fait avant de parler. Merci beaucoup, Flavie, d'avoir été avec nous par téléphone. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, nous l'espérons. D'ici là, on retrouve tout de suite notre dossier de cette semaine. À très bientôt, au revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, comme chaque semaine, nous prenons le temps dans notre dossier, de creuser une thématique. Cette semaine, nous allons évoquer cette question. Qu'est-ce qu'une entreprise et qu'est-ce qu'entreprise et association peuvent s'apporter l'une à l'autre avec nos trois invités et peut-être plus une avec Sophie qui sourit, qui reste avec nous. Tout d'abord, Valérie Daher. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fondation Break Poverty qui tente de lutter contre le déterminisme social, la pauvreté chez les jeunes et l'échec scolaire, en lien à la fois avec les entreprises, les associations et les territoires. On va voir justement toute cette richesse que vous proposez. À côté de vous, Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur général de Pro Bono Lab, l'association qui œuvre à la promotion du pro bono et qui intègre le bénévolat et le mécénat de compétences, entre autres. On verra justement ces définitions d'ici quelques instants. Et puis en face de vous, José Saab, qui est salarié du groupe ADP et qui chaque mois donne une demi-journée de son temps à une association en tant que parrain. Bonjour José. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec vous. On essaiera justement de voir en quoi consiste cet engagement, qu'est-ce qu'il vous apporte, comment ça s'intègre dans votre travail et inversement, comment votre travail peut aussi s'intégrer dans l'association que vous accompagnez. Alors on va commencer tout de suite avec vous, Sylvain Raymond, parce que quand on parle de ce que peut apporter les associations et les entreprises, très souvent on se centre sur le mécénat de compétences, c'est peut-être celui qui est le plus connu aujourd'hui, on pense moins au bénévolat de compétences, et puis il y a un terme générique pour porter tout ça qui est la question, qui est le pro bono. Qu'est-ce que c'est que le pro bono? D'où ça vient ce terme et qu'est-ce qu'il regroupe? Alors le pro bono, c'est un terme latin. Pro bono publico signifie pour le bien public. C'est le fait de mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause, d'une personne qui fait le bien public. Alors, en effet, on a parlé justement de la loi Pacte et il y a une mode, il y a une nouvelle tendance autour de ces dispositifs qui consiste à investir le champ de la citoyenneté, que ce soit financièrement ou en compétences, par l'intermédiaire des compétences des collaborateurs d'entreprises notamment. En France, en effet, le pro bono réunit le mécénat de compétences qui consiste à engager des collaborateurs sur leur temps de travail et le bénévolat de compétences qui est là plus un sujet de citoyen qui s'engage en dehors de son temps de travail par le biais de la compétence et est convaincu que la compétence peut changer le monde. Mais la question du pro bono, c'est toujours lié la compétence professionnelle à l'engagement citoyen et associatif qui correspond. Je suis comptable, je vais donner du temps soit sur mon temps de travail, c'est du mécénat de compétences, soit en dehors du mon temps de travail. Comme comptable dans une association, on appelle ça le pro bono. L'engagement associatif ne rentre pas dans le pro bono s'il est déconnecté de la
question non. Aujourd'hui, le terme de compétence, il est très très difficile à définir, d'autant que on le verra sans doute, dans le cadre de son travail, on peut mobiliser les compétences métiers, les compétences pour lesquelles on s'est formé. Aujourd'hui, les parcours de carrière sont très hétérogènes et on assimile au fil du temps un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, la question des soft skills aussi, des compétences comportementales. Je pense à nos éditeurs. Les compétences comportementales, celles qu'on acquiert en dehors, sont aussi transférées de plus en plus. Justement, le pro bono, c'est tout ça. C'est le fait de contribuer par le don, le don de soi, le don de ce qui fonde notre capital humain, nos idées, nos expertises, nos expériences, de contribuer à l'intérêt général. Alors je disais, dans l'ensemble de cette offre, il y en a une particulière qui est le mécénat de compétences et qui est aujourd'hui fortement encadrée. On sait qu'il y a des rapports, des réflexions qui sont en ce moment d'ailleurs chez le Premier ministre, portés par la députée Sarah El Haïry, sur justement cet engagement professionnel au service des associations. Aujourd'hui, c'est quoi le cadre et vers où est-ce qu'il aurait plutôt tendance à aller ? Disons qu'on encadre le dispositif, parce que la philosophie en soi, c'est joli, qui consiste à donner ses compétences, à faire don de ses compétences, ça en soi c'est quelque chose qui est assez universel. Le dispositif du mécénat de compétences, et notamment la question de la fiscalité aujourd'hui, est encadré de plus en plus. Alors récemment, via la réforme du mécénat, le fait qu'on encadre le plafond des salaires défiscalisés à 10 000 euros, ça laisse quand même pas mal de marge pour pouvoir engager des collaborateurs. Et puis il y a encore un certain nombre de dispositifs et de décisions qui sont en cours sur le fait d'encadrer plus drastiquement le dispositif. Il y a des contre-signes à cela. Récemment, dans le cadre de la réforme des retraites, on s'est rendu compte que le mécénat de compétences pouvait avoir un intérêt pour les transitions de carrière des personnes en fin de parcours, justement. Oui. Et ça s'est intégré dans cette réforme des retraites ou pas? Alors, pour l'instant, c'est en négociation, ce sera peut-être dans les décrets d'application? Là, récemment, un article laissait penser qu'il allait même être au-delà d'être encadré, d'être libéré, puisque on irait jusqu'à intensifier le délai légal de mise à disposition d'un collaborateur de 2 ans à 4 ans, puisque les 2 ans pourraient être renouvelés. Donc on voit que les signaux sont assez contraires et que très logiquement, on se dit que ce dispositif il peut servir à plusieurs égards. Oui, alors avec peut-être ce danger aussi de faire attention que ce soit pas on mette dans les associations les cadres dont on ne veut plus, pas uniquement parce qu'ils sont arrivés en limite d'âge, mais parce qu'on peut plus les supporter dans l'entreprise ou qu'ils sont incompétents. C'est ça le danger? C'est tout le paradoxe. Ouais. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que le mécénat de compétences c'est d'abord un dispositif qui doit servir l'intérêt général et en aucun cas les transitions de carrière des collaborateurs. Il y a une soif d'engagement des jeunes, il y a une soif d'engagement des seniors dans l'entreprise. En réalité, le mécénat de compétences, il n'est pas fait pour faire rentrer ou faire sortir des gens. Il est bien pour que l'entreprise, plus globalement, puisse engager les compétences de ses collaborateurs au service du bien public. Je vois Valérie d'ailleurs qui opine. Ça correspond un petit peu à ce que vous vivez, vous, à la Fondation Break Poverty. On viendra un petit peu plus sur cette fondation d'ici quelques instants, mais c'est un peu ce que vous observez, vous, dans les territoires, parce que finalement, avec la Fondation, vous êtes au plus près de cette relation entre le territoire, l'entreprise et les associations. Oui, effectivement, la Fondation Break Poverty a créé un dispositif qui s'appelle la dotation d'action territoriale qui vise à mobiliser les entreprises d'un territoire sur un problème majeur qui est la lutte contre la pauvreté des jeunes. Et c'est vrai qu'un des outils de mobilisation, c'est le don financier, mais c'est aussi le mécénat de compétences et l'appel en fait au bénévolat auprès des salariés d'entreprise. Et on voit en fait qu'il y a une énorme attente des deux côtés, du côté des associations qui ont besoin de ce soutien, mais également du côté des salariés d'entreprise qui cherchent à s'engager sur des causes qui ont du sens et notamment à l'échelle de leur territoire. Donc on voit qu'effectivement ça répond à une très forte attente du côté des associations et des entreprises. Alors vous répondez quelque part un petit peu à la question suivante que je voulais poser à Sylvain Raymond. Est-ce que finalement le mécénat de compétences, le pro bono, enfin le mécénat de compétences en particulier, c'est que l'apanage des grands groupes? Quand je prends l'étude que vous avez faite, on voit le groupe ADP, on voit Deloitte, on voit des très gros groupes, mais finalement assez peu d'engagement de PME, de TPE, enfin TPE peut-être pas, mais en tout cas de PME ou de TI qui pourraient peut-être être susceptibles d'être intéressés. Est-ce que ça leur est possible d'y aller ou est-ce que ça reste quand même l'apanage de plutôt des grands groupes? La vocation de ProBonoLab, c'est de démocratiser cette pratique à l'échelle de tout individu, personnalité morale ou physique, y compris les gens qui pensent ne pas avoir de compétences dans cette société. C'est vrai que longtemps, ça a été l'apanage des grandes entreprises. Il y a aussi des mouvements qui permettent maintenant aux TPE, PME d'aller vers ce type d'engagement. Nous, on l'observe à l'échelle des territoires et je pense que là, c'est un sujet territorial à part entière.
c'est que si nous ne sommes pas, nous, intermédiaires du pro bono, du mécénat de compétences, au cœur de ces territoires pour, par l'humain, reconnecter les associations et les entreprises, il y a une absence de mise en place de ce dispositif. Le problème, c'est que jusqu'à présent, c'était en effet très à l'échelle parisienne, et que de plus en plus, c'est toute la vocation d'une structure comme la nôtre d'essayer de se démocratiser à l'échelle des territoires pour à la fois mobiliser des collaborateurs de plus petites et moyennes entreprises, mais également aussi, et on y vient de plus en plus, les compétences des agents de la fonction publique. Il y a un dispositif de pro bono des agents du service public qui est en cours, et de plus en plus, on voit se démocratiser sur les 2 dernières années. Le panorama du pro bono, on va le rééditer, on va l'éditer aussi avec l'ADMICAL dans le cadre de son baromètre, et de plus en plus, on voit en effet se démocratiser cette pratique. Il y a un point particulier, c'est quand nous, on va à l'échelle des territoires essayer d'analyser le comment ça se crée. Alors, ils n'ont pas attendu Pro Bono Lab, ADMICAL ou d'autres acteurs pour le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du mécénat de compétences sans le savoir et qui mobilisent leurs collaborateurs autour d'enjeux de proximité. Et c'est bien là la vocation du mécénat. En gros, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de Monsieur Jourdain qui pratiquent le mécénat sans le savoir depuis des années, mais qui pratiquent le mécénat de compétences. Et il y a 64% des Français, plus globalement, qui font du pro bono sans le savoir. Et de la même manière, il y a beaucoup d'entreprises, nous, qu'on observe et qu'on rencontre sur les territoires d'ancrage. Et c'est encore plus important sur les territoires ruraux, parce que pour le coup, les acteurs sont beaucoup plus proches les uns des autres. Et très spontanément, on est dans une logique de partage de compétences autour de ces sujets. On le voit avec vous, Valérie Daher, hein, les territoires plus petits, économiquement faibles. Hein, votre première expérimentation, puisque la Fondation est toute jeune, elle a 3 ans, je crois. Tout à fait. 3 ans, donc l'expérimentation jeune. Vous avez commencé à Romans-sur-Isère. Vous êtes aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis 1 an et demi, sur Nantes. On voit bien est-ce que vous sentez, vous, quand vous arrivez sur un territoire, les freins? Quels sont les freins que vous avez à lever pour faire vivre cet écosystème, un écosystème qui ne se parle pas forcément habituellement, que sont les territoires? Alors, territoire entreprise, oui, territoire association, oui, mais finalement, le triangle se fait rarement. Quels sont les freins que vous êtes obligé de lever quand vous arrivez sur un territoire? Le premier, c'est effectivement la méconnaissance des 2 secteurs et souvent des idées préconçues de la part des associations vis-à-vis des entreprises et de la part des entreprises vis-à-vis des associations. On constate souvent que ce sont 2 mondes qui se parlent assez peu, qui ne parlent pas le même langage. Quand des associations me parlent de co-construction dans un écosystème territorial mesuré à coût de sortie positive, l'entreprise clairement n'y comprend rien en fait. Donc c'est vrai que souvent on est dans 2 mondes qui ne parlent pas le même langage. Donc c'est déjà une traduction à avoir, du vocabulaire commun à poser. Tout à fait. La première partie de notre travail consiste d'abord à diagnostiquer en fait les besoins du territoire et notamment sur cette question de la pauvreté des jeunes, mais au-delà de cela, de mettre en place en fait des fiches projets, des associations pour en fait partager ces projets associatifs auprès des entreprises et faire comprendre aux entreprises quels sont ces projets associatifs sur leur territoire. Donc le but, c'est vraiment que les gens parlent le même langage et se comprennent et que du coup on puisse mobiliser autour d'une même table une entreprise, des entreprises, des associations et la collectivité locale pour qu'ensemble elles puissent contribuer à des enjeux territoriaux extrêmement forts en matière de lutte contre la pauvreté. Donc une fois que ces freins sont levés, il va y avoir un dialogue qui va se produire. On sait que dans votre dispositif, une fois que vous avez fait votre étude d'impact territorial, vous allez implanter peut-être des associations qui n'existaient pas sur le territoire, hein, si j'ai bien compris. Il y a aussi cette capacité aussi à implanter des gens qui ne sont pas dans l'écosystème actuel. C'est-à-dire faire venir une association sur un territoire là où on sait en général elles émergent plutôt du territoire. C'est compliqué aussi de les intégrer dans ces dispositifs. Non, pas forcément, parce qu'en fait, on part effectivement d'un diagnostic territorial et on repère un certain nombre de besoins. Et certains besoins, quelquefois, ne sont absolument pas comblés. Pour vous donner un exemple très concret à Romans-sur-Isère, l'un des besoins que l'on a repéré, c'est finalement d'accompagner les jeunes les plus vulnérables dans une meilleure connaissance du monde de l'entreprise. On constate souvent que les jeunes les plus défavorisés sont totalement coupés du monde de l'entreprise, grandissent dans des familles où leurs parents sont au chômage, ont une vision souvent très négative du monde de l'entreprise, et donc il faut pouvoir en fait leur donner les moyens de mieux connaître le monde de l'entreprise. Et pour ça, une association que l'on connaît bien, qui s'appelle Proxité, met en place du parrainage de jeunes en difficulté par des salariés d'entreprise, ce qui permet en fait de créer ce pont entre ces jeunes et le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que le besoin était tel que finalement c'était assez facile de faire venir cette association sur ce territoire et surtout de mobiliser des collaborateurs d'entreprise pour faire en sorte qu'ils puissent accompagner ces jeunes en difficulté. Tout à l'heure, on parlait des freins. Est-ce que
le frein de la méconnaissance de ce qu'est le mécénat de compétences peut être aussi un frein au déploiement des entreprises dans l'action. Alors on parle de Break Poverty, mais aussi dans l'action de mécénat qu'ils peuvent avoir. Oui, c'est une vraie réalité sur le terrain. Nous on le constate. C'est vrai que notamment lorsqu'on parle à des PME ou à des ETI, clairement elles sont pas forcément très outillées en termes de mécénat. Et elles se sentent exclues ou elles connaissent pas les mécanismes. Elles ne connaissent souvent pas les mécanismes. Elles connaissent pas forcément les avantages fiscaux et surtout elles ne connaissent pas les associations auprès desquelles elles peuvent se mobiliser. Donc effectivement, il y a un gros besoin d'accompagnement sur ce sujet. Sylvain, vous êtes complètement en phase. Nous, sur chaque écosystème territorial, nous sommes présents. On mène aussi un programme qui s'appelle la Pro Bono Factory. Et le résultat, c'est de se dire que ce qui rassemble, ce qui permet de passer au-delà de ces différentes cultures et rétablir le dialogue au-delà des différences entre des associations et des entreprises, c'est la cause d'intérêt général qui va les réunir. C'est pour ça que ces programmes sont systématiquement positionnés autour d'une grande cause. Et là, on se rend compte et on sort finalement d'une vision du mécénat dans sa définition même de désappauvrissement de l'entreprise au profit d'une association. C'est que tout le contraire. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce système d'intérêt général, il regorge de compétences, il regorge d'expertise et que tout l'enjeu pour les entreprises, c'est de pouvoir confronter les compétences de leurs collaborateurs avec celles des permanents, des salariés et des bénévoles des structures d'intérêt général. Et cette logique de co-construction autour de causes qui déclient finalement, qui décloisonnent les mondes, recrée une notoriété même et une vraie évidence autour du dispositif. Moi j'adore quand les invités font mes transitions pour en arriver justement à ce questionnement avec vous, José. Enfin pas que vous, tout le monde peut participer bien évidemment, mais pour vous entendre un petit peu, d'abord comment réagissez à tout ce qui a été dit sur le mécénat de compétences. Ça vous rejoint? Vous êtes engagé depuis 3 ans maintenant oui, dans différentes. Alors chez Groupe ADP on parle plutôt de parrain que de mécène de compétences, oui. Mais ça fait 3 ans que vous êtes parrain de 2 associations. Tout ce qui a été dit, ça rejoint un petit peu ce que vous vivez au quotidien quand vous allez rejoindre ces associations. Alors tout à fait. Déjà, en préambule, je voulais vous dire que j'ai été ravi d'être invité Moi aussi. Et de représenter le groupe ADP. Quand vous m'avez contacté, de la part de Caroline de Surville, j'ai répondu présent. Qui est donc la directrice du mécénat et du Voilà, tout à fait. C'est ma correspondante avec laquelle je travaille sur mon projet de parrain. Ouais. Parce que sur Aéroport de Paris, on nous qualifie de parrain en fait. D'accord. Donc en effet, comme vous disiez, j'ai été parrain d'une association avant l'association Clé. Ouais. Je suis actuellement Clé, compter, lire, écrire. C'est une association qui est effectivement dans la région de Roissy Charles de Gaulle, parce que moi j'exerce dans le groupe ADP au sein de Roissy Charles de Gaulle. Et puis on sait que le rayon d'action de la fondation est essentiellement sur les zones aéroportuaires, donc ça se lie aussi à cette dimension-là. Et donc dans l'association Clé, comment vous avez eu connaissance d'abord de la possibilité pour vous en tant que salarié, collaborateur du groupe ADP, de pouvoir faire du mécénat de compétences? Eh bien, déjà, la fondation des aéroports de Paris, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, j'ignorais, il y a 3 ans, ces missions de mécénat de compétences. Je les ai découverts sur le site internet d'ADP, plutôt intranet. L'intranet, donc c'est ce qui correspond au dialogue interne de l'entreprise, c'est ça? Donc je pense que c'était à l'initiative de notre PDG, Augustin de Romanet, en liaison avec Laure Carmen Lecuir. Et donc j'ai répondu, j'ai contacté naturellement, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie? Vous avez vu ça? Vous étiez quelqu'un qui était généralement très engagé dans le monde associatif, ou au contraire, vous vous êtes dit tiens, il y a une ouverture qui s'ouvre à moi d'aller à la rencontre? Non, je suis déjà à part le mécénat des compétences liées à Aéroport de Paris, je suis déjà engagé pas dans le monde associatif, mais en fait, quand on rentre dans le monde associatif, il faut être un petit peu en empathie. C'est quand même important, et l'empathie, comme vous disiez tout à l'heure, alors moi c'est pas l'empathie chrétienne, mais plutôt judéo-chrétienne. Voilà. Pour clarifier la situation. Pas de souci. Voilà. Donc, et effectivement, je suis engagé auprès du ministère du Travail également en tant que jury pour les jeunes et les moins jeunes
en difficulté et en reclassement professionnel. Donc je valide des diplômes de VAE, c'est ça, VAE entre autres, mais des diplômes de longue formation. Donc ça m'a parlé tout de suite. Moi je pars sur le principe qu'on peut s'intégrer dans la société que par le savoir. Donc voilà. Par rapport à mon vécu, parce qu'il faut avoir un vécu, il faut avoir un ressenti. Quand on va en direction de ce genre de mécénat, il faut avoir vécu soi-même, avoir été, voilà. Moi, par mon histoire, je viens de quartiers un petit peu compliqués. Donc, et donc finalement, c'était un moyen pour vous de rendre un petit peu ce que vous aviez reçu. Tout à fait. J'aurais aimé qu'à mon époque, parce que je suis encore en activité, mais bon voilà, pas si jeune que ça. J'aurais voulu qu'à mon époque une association soit présente, puisse vous épauler, puisse épauler les jeunes de notre époque. Ça aurait été positif. Et je trouve que la démarche du groupe ADP est très positive. Alors qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que le fait d'être parrain d'une association vous a mis en valeur des compétences que vous ignoriez au départ ? C'est-à-dire que ça vous a obligé à aller chercher des choses que vous aviez en vous, mais que peut-être vous n'aviez jamais tellement exprimées ? Alors pas tout à fait. Déjà, je voulais préciser que déjà les associations, notamment l'association Clé, parce que c'est de l'association Clé qu'on parle. Je suis parrain auprès de cette association, je crois l'avoir dit, mais depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. J'ai renouvelé mon mandat, entre guillemets, cette année, à la demande... Parce qu'on n'est pas obligé, en fait. Ça reste sur le domaine du volontariat. C'est un mandat d'1 an, tout à fait, mais tous les ans, on peut remettre les choses en cause. Donc c'est une association avec laquelle j'avais un très bon contact. L'association ne connaissait pas vraiment ce qu'était le rôle de parrain. Donc le rôle de parrain, c'est de se présenter déjà auprès de l'association et d'être proactif, de faire des propositions, discuter avec elle, notamment avec la directrice de l'association, qui s'appelle Audrey Colna. Pour pouvoir un petit peu cadrer, en fait. Pour pouvoir cadrer, et puis pour être force de proposition également, voilà, pour être capable d'apporter quelque chose à l'association, tout en représentant le groupe ADP. Il faut se poser des questions, se retrouver autour d'une table, et c'est ce que j'ai fait. Et cadrer. Sophie, je vous vois réagir là. Simplement, ce que je trouve formidable dans ce témoignage, c'est la mise en évidence de la cohérence de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, puisque en fait, on entend parler du PDG, on entend parler de différentes strates de l'entreprise qui s'engagent, tous les collaborateurs, et je trouve que ça fait effectivement référence à cette loi Pacte, avec notamment la recherche de la raison d'être, la recherche du sens de l'entreprise, pour lesquelles les entreprises recherchent de plus en plus des liens avec les associations pour engager l'ensemble de l'entreprise dans le... Vous dites intérêt général, on dit bien commun. Sylvain Raymond, une association une entreprise qui ne serait pas alignée sur ce que vient de dire Sophie Souris, son mécénat de compétences, il va forcément à l'échec. Oui, la raison d'être, ça clarifie une chose fondamentalement, c'est cette question de l'alignement. C'est la nouvelle colonne vertébrale de l'entreprise. C'est l'alignement entre les convictions premières d'un Augustin de Romanet chez ADP et José qui s'en fait l'ambassadeur sur le terrain très concrètement et qui est parfaitement en phase avec les valeurs qui sont défendues entre la directrice de l'engagement, Laure Carmel Lecuir, qui les défend en premier lieu. Et ça, c'est tout l'intérêt en effet de cette loi PAC, c'est de pouvoir le co-construire avec ce qui fonde le capital premier d'une entreprise, à savoir ses collaborateurs, et de pouvoir le diffuser à travers l'engagement de ses collaborateurs. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Ce qu'on voit, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que l'entreprise elle puisse investir dans ses parties prenantes territoriales et se faire de chaque collaborateur l'ambassadeur de cet engagement. Alors et on va arriver rapidement au terme de nos échanges, mais juste une question qu'a soulevée José à un moment donné sur le fait d'aller vers l'association et de poser le cadre. Tout le monde n'a pas le savoir-être de la vie associative, surtout si on émane de grands groupes, qu'on a eu l'habitude de structures très encadrées. On arrive dans le monde associatif qui a une autre manière de vivre son engagement. Comment on accompagne ça ? Alors déjà, c'est important de se rendre compte que quand un collaborateur va dans une association, il n'est pas collaborateur, il est citoyen avant tout. Et je le disais tout à l'heure, c'est un choc des cultures. Et ça, c'est le métier des intermédiaires du mécénat de compétences, du pro bono en France, que d'opérer ce choc des cultures. Et à chaque étape, en réalité, ce qui compte, c'est le suivi. S'il n'y a pas le bon diagnostic associatif, si les missions du volontaire ne sont pas bien définies, à savoir que le besoin n'est pas bien défini, Valérie parlait tout à l'heure de diagnostic, alors ça se passera très très mal et pour l'association et pour le volontaire. Et de la même manière, si les compétences ne sont pas en face du bon besoin, alors ça risque d'être très compliqué. Et c'est un message très très important. À l'échelle des territoires, les accompagnateurs, ces fameux tiers de confiance qui sont des acteurs de l'accompagnement et de l'entreprise dans sa responsabilité,
responsabilité et du volontaire dans la manière de l'exprimer ont un rôle fondamental à jouer. Un, dans le diagnostic que j'évoquais, dans le suivi, dans l'encadrement en flux, et puis dans l'évaluation aussi, parce que ces missions, elles génèrent un impact, elles peuvent générer un impact négatif, elles peuvent générer un impact positif, et pour pouvoir réorienter l'action, il est essentiel de pouvoir le mesurer. Valérie, c'est aussi, vous faites ça aussi avec Break Poverty, vous allez aussi expliquer les différences qu'il peut y avoir entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, même si je pense qu'à force de se rencontrer, ils les découvrent petit à petit. Oui, effectivement, notre méthodologie fait en sorte que les entreprises travaillent de manière très proche avec les associations, donc on crée ce lien et effectivement on vise à créer des passerelles. Mais le message sur lequel je voulais insister, c'est que oui, effectivement, elles ne parlent pas le même langage, oui, effectivement, il faut les accompagner. En revanche, on voit que lorsque ces gens travaillent ensemble, il y a une valeur extraordinaire qui jaillit en fait de ce partenariat, et on voit à quel point cela apporte beaucoup aux collaborateurs de l'entreprise, ça apporte beaucoup aux salariés en fait et aux associations, mais aussi aux bénéficiaires en bout de chaîne. Et on voit souvent en fait que la collaboration vient bien au-delà en fait du cadre contraint ou réglé qui a été mis en place dans le cadre de l'entreprise, et que souvent le collaborateur va s'engager en fait sur son temps personnel et va finalement en fait s'engager dans cette relation de manière très très approfondie. Merci beaucoup Valérie, merci à tous les trois. On se retrouve juste pour conclure, mais je voudrais aller sur nos 7 minutes pour changer le monde. On va rebondir avec Simon Muchler qui a lancé à Nantes un projet qui s'appelle le projet donc Rebond. C'est de refabriquer en France des ballons qui soient éthiques, graphiques, personnalisables et responsables. C'est parti pour nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on est avec Simon Muchler pour nos 7 minutes pour changer le monde. On va parler de Rebond, un ballon, je viens de vous le dire, un ballon éthique et responsable, made in France, personnalisable et graphique. Bonjour Simon. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez inventé, ou du moins vous innovez dans cet objet qui est le ballon, puisque vous avez décidé avec votre associé de créer un ballon qui soit à la fois éthique, made in France, qui soit aussi graphique, finalement un mélange des genres qui est assez hétérogène. Ouais, c'est vrai, ou qui surprend en tout cas. Ouais. L'idée en effet c'était de bousculer un peu les codes établis sur du ballon de sport et de dépoussiérer un peu ce produit qui est vieillissant et plus vraiment dans les codes actuels ou dans nos codes en tout cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui le ballon, on le voit sur tous les terrains de foot, on le voit au pied des enfants dans les rues, dans les stades, etc. Pourquoi avoir voulu en faire un ballon graphique ? L'idée c'était d'interroger, de surprendre avec l'envie de sensibiliser, de fédérer autour d'une ambition qui est plus globale. Alors le graphisme interpelle, certes, mais l'idée c'était d'en faire un produit éco-responsable et d'en faire un peu un porte-parole d'un mouvement actuel, puisque aujourd'hui on est une génération, je pense, qui pousse vers cette sensibilisation à l'éco-responsabilité, qui a envie de changer les choses sur un point de vue environnemental. Et quoi de mieux que le sport pour fédérer ? On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur le sport. Vous étiez amateur de ballon, je suppose, pour vous intéresser au ballon, parce qu'on aurait pu s'intéresser à d'autres objets sportifs. Ouais, c'est vrai, on était... alors, c'est une histoire de copains à la base, une histoire de souvent c'est une histoire de copains, oui. Et bizarrement, l'un était sur le rugby, l'autre sur le foot, mais ça ne nous a pas empêché de bosser ensemble et de s'intéresser au ballon, en effet. Alors, pourquoi... quel est le déclic qui vous fait aller sur ce projet d'un ballon éthique, made in France, graphique ? Ça a commencé par la partie graphique, et puis après, comment se sont développées les autres étapes pour en arriver au projet de Rebond ? En fait, c'est vraiment un chemin qui nous a amené à emmagasiner de l'expérience et avoir une connaissance consciente, quoi, savoir comment était fait le ballon en profondeur au fil des ans. C'est pas parti d'une étude marketing, c'est pas parti de petits chiffres sur un tableau Excel. Là, c'est vraiment du vécu. Vous avez démonté un ballon ? On a démonté, on est allé en usine, directement chez les producteurs de ballons mondiaux. Donc on produit où alors justement les ballons ? Ah, très bonne question. On les produit au Pakistan et en Inde. C'est une région qui est à cheval entre les deux pays, qui s'appelle le Pendjab. C'est une région qui historiquement a ce savoir-faire de réaliser du ballon à la main, qui a été inégalé. Mondial aujourd'hui ? Mondial. C'est mondial. Vraiment, ouais, les années de Coupe du Monde vous avez 70 millions de ballons qui sortent de cette région-là. Ouais. Et qui sont exportés à travers le monde. Et alors, ce savoir-faire, ils l'ont acquis de quelle manière ? Le Pendjab, le Pakistan, c'est les Anglais, c'est la colonisation anglaise ?
Tout à fait. En fait, c'est un savoir-faire qui date de l'époque coloniale, donc c'est historique en fait. Alors l'histoire et la légende racontent. Est-ce que c'est là la frontière entre la légende et l'histoire, quelle est-elle? Mais en tout cas, la légende raconte que pendant l'époque coloniale anglaise, les Anglais s'amusaient avec des boules de tissu avec lesquelles ils jouaient au pied. Donc au football avec des boules de tissu, que les Pakistanais auraient cousu et assemblé ces morceaux de tissu ensemble et que ça aurait été les premiers ballons réalisés dans le Pendjab. Dans le Pendjab. Et de là serait née une vocation pour le ballon de sport. Donc vous avez été obligé, en allant dans ces usines au Pakistan, ça vous a permis de connaître les savoir-faire. Ça veut dire que donc qu'en France, il n'y avait pas aujourd'hui d'entreprise et d'industrie en capacité de faire des ballons? Non, en France, en Europe, les derniers ballons. Alors depuis le lancement de Rebond, je parle d'un dernier ballon réalisé en France en 1972. Ouais. Et en fait, j'ai appris la semaine dernière, grâce aux réseaux sociaux, que le dernier ballon fait en France datait de 1986. Exactement. Donc c'était le ballon Adidas Tango. Ouais. Il a été fait en France parce que Adidas avait des usines en France. Il a été fait en Alsace, dans un atelier dirigé par un Espagnol et dans lequel travaillaient des Pakistanais. Évidemment, on va chercher la main-d'œuvre. Alors, ça veut dire que quand on réalise un ballon comme celui-ci, on parlera du biosourçage après, mais pour la partie industrialisation, puisque c'est du Made in France, ça veut dire qu'il va être fabriqué en France. On a recherché la dernière usine en Alsace et les machines. Vous vous êtes rapproché de quel type d'industrie ? Alors, en fait, on est parti du produit en lui-même, ouais. des matériaux dont on avait besoin pour le produit et du savoir-faire. Il y a une phase qui est très importante dans le ballon, qui est l'assemblage. C'est la phase la plus compliquée et qui porte à plein de spéculations, parce qu'il faut savoir que le ballon, en fait, est assemblé une fois qu'il est peint. Tous les pentagones que vous voyez, tous les petits morceaux pentagones et hexagones sont peints un par un et ensuite assemblés. Il est assemblé à l'envers. Donc, et après, il est retourné comme une chaussette. Il est retourné. Ouais. Et vient souvent la question de mais comment on fait le dernier point ? Et c'est ça, comment on fait le dernier point ? C'est un secret de fabrication. C'est un mystère. C'est un mystère. Et donc c'est cette phase-là qui pour nous, sur laquelle il fallait s'appuyer et qui déclenche même toute la technicité du produit, parce que mieux le ballon est cousu, mieux il est rond, donc mieux il se comporte dans les airs et mieux il est agréable à jouer. Et là-dessus, en fait, on s'est rapproché d'entreprises qui ont un savoir-faire dans la chaussure. On a de la chance dans le pays nantais, c'est qu'il y a historiquement, pour le coup, je sais pas si ça date de l'époque coloniale pour le coup, mais en tout cas on sait faire de la chaussure. Voilà. Les plus grosses entreprises de chaussures, en effet, sont chez nous dans les pays de la Loire. Donc une fois qu'on a trouvé cette entreprise, ça veut dire qu'aujourd'hui vous allez pouvoir industrialiser. Aujourd'hui on est encore au niveau du projet. Ça arrive bientôt sur les e-boutiques et dans les boutiques de sport, votre ballon. Exactement. Alors faire du ballon en France, c'est un projet qu'on travaille depuis bientôt 1 an et demi, voire presque 2 ans. C'est quelque chose qui a été long à mettre en place parce que la technicité d'assemblage est complexe, mais aussi et surtout parce qu'il fallait trouver le partenaire. Et lorsque vous allez toquer à la porte des clubs de foot, ou de personnes faisant de la chaussure en leur disant écoutez, ce serait bien que votre entreprise essaye de faire du ballon. Au début, c'est pas toujours évident, donc il faut... C'est une rencontre humaine qui est à la base de ça, en fait. Il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait une affinité, et qui fait qu'à un moment, la personne en face, elle adhère et dit « Ok, moi, je fonce avec vous, on va essayer de faire ces ballons-là. » Et voilà, donc ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, maintenant, on a sorti les premiers échantillons, on est prêt à le faire. Et en effet, il y a des premières collaborations à sortir entre mai et juin avec des clubs français, peut-être même des fédérations à venir. Donc toujours sur le même principe, on travaille avec des artistes qui dessinent le ballon. Notre ambition, c'est vraiment de créer une sorte de plateforme de rencontre entre des clubs, des artistes et des citoyens. Je préfère le terme citoyen parce que sur un projet comme ça, sur un produit comme ça, il y a quand même une question d'engagement derrière. Et tout ça œuvre à faire du ballon un produit plus sain et au sens plus large de changer le monde, quoi. On n'a pas parlé de cette donnée qui est essentielle aussi, c'est le biosourçage. Ça veut dire que le ballon est fabriqué en cuir ? Non, alors le ballon était fabriqué en cuir dans les années 50. Ensuite, ça a été un abus de langage de dire que le ballon était en cuir ou en simili-cuir, puisque c'est tout simplement du plastique. C'est du plastique. Alors comment justement on biosource du plastique aujourd'hui à l'heure du plastic bashing ? Qu'est-ce qu'on biosource dans un ballon ? Qu'est-ce qu'on biosource ? C'est la surface externe en fait sur laquelle on doit travailler, puisque c'est cette enveloppe qui est faite en PVC ou en PU. Et alors notre première phase était de travailler sur du PVC recyclé, et puis finalement la matière première reste du PVC. Donc si on veut vraiment pousser les choses au bout et aller au bout, il faut sortir du PVC. Ce ballon aussi a permis à faire des rencontres pour aller innover, pour pouvoir proposer justement, entre guillemets, un PVC propre.
Ah oui, complètement. Et il y a, en fait, on peut parler d'écosystème français, mais on peut même parler d'écosystème quasi nantais, puisque tous les acteurs avec lesquels on travaille actuellement sont du pays nantais. Et c'est ce qui est hyper chouette. Même les designers avec lesquels on travaille jusqu'à présent sont nantais. L'entreprise qui nous suit sur l'assemblage, la couture, et entre Nantes et Clisson, et voilà. Merci beaucoup Simon Muchler d'avoir été notre invité. Il est temps de retrouver les dernières minutes de cet écho des solutions. Merci encore Simon Muchler d'avoir été notre invité. Merci Patrick. Et puis on fait une petite virgule, on se retrouve tout de suite après. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il nous reste 1 minute pour nous dire au revoir. Merci d'abord à tous nos invités. Juste très rapidement, même pas de 10 secondes, c'est quoi votre espérance pour cette cohésion, association, entreprise? Allez Sylvain, très rapidement. Il y a 80% des Français qui veulent s'engager en pro bono. Il y a 61% des actifs qui sont en demande. Donc, on va dire que le souhait, c'est de faire en sorte que chacun puisse le Valérie, pour vous? Pour Break Poverty, c'est d'accompagner 100 000 jeunes en difficulté via l'accompagnement des entreprises dans les 3 prochaines années. Et on peut vous contacter sur Break Poverty. Et pour vous Pour ma part, pour le groupe ADP, j'invite mes collègues et collaborateurs même à s'investir un petit peu plus et sortir un peu de leur zone de confort et de devenir parrain. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine.